Eh bien, chers Normands, Boujoubin, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour le 14e et avant-dernier épisode des Entretiens Conquérants saison numéro 1. Le podcast qui vous permet, vous le savez, vous avez l'habitude désormais de faire connaissance avec vos élus régionaux, de découvrir leur parcours personnel, professionnel, mais également politique, mais également, dans un second temps, eh bien, de découvrir les dispositifs et les actions dont vous pouvez bénéficier sur le territoire régional. Aujourd'hui, pour ce 14e épisode, nous sommes à Sainte-Adresse, une ville riche d'histoire, avec notre jeune Normande conquérante Pauline Delgoff qui va intervenir sur la rubrique jeune. Bonjour Pauline, comment tu vas? Bonjour Gauthier, bonjour Monsieur Dejean, ça va bien et vous? Ça va très bien et nous sommes accompagnés donc avec notre invité d'honneur, Pauline vient de l'évoquer, Hubert Dejean de la Bâtie. Hubert, vous avez 68 ans, vous êtes maire de Sainte-Adresse, donc en Seine-Maritime, vous êtes également donc vice-président de la région Normandie en charge de la transition environnementale et énergétique. Bonjour Hubert, comment allez-vous? Je vais toujours bien. Donc, je suis ravi de vous accueillir à cette adresse. Plaisir partagé pour cet épisode des Entretiens Conquérants. C'est sans plus tarder que nous allons débuter. Chers auditeurs, vous avez désormais l'habitude. Branchez vos écouteurs, installez confortablement, augmentez votre son. Top départ du 14e épisode des Entretiens Conquérants spécial transition environnementale et énergétique. Alors Hubert, durant cette première partie, je vous propose que nous puissions faire connaissance avec vous, découvrir votre parcours personnel, professionnel, mais également politique. Première question que je pose à chacun des élus qui passent devant ce micro, d'où venez-vous? Vos parents étaient-ils de Normandie, et plus spécifiquement de Sainte-Adresse? Que faisaient-ils? Et vous, à titre personnel, depuis combien de temps êtes-vous implanté à Sainte-Adresse? Alors, toute une série de questions. D'où je viens on va commencer par le commencement. Je suis né à Paris. Donc, mais je ne suis pas parisien pour autant. Du côté de mon père, il y a effectivement des attaches parisiennes, mais ma maman est normande, mon grand-père était lui aussi né en Normandie, et mon arrière-grand-père était notaire à Trévières. Donc, vous voyez que voilà. Donc, on a de solides attaches normandes, et même si j'ai fait une partie de ma scolarité à Paris, je suis revenu à la fac en Normandie, et j'ai fait le choix de ne pas m'installer à Paris, mais de revenir m'installer en Normandie. Et c'est un choix parfaitement raisonné. Je suis amoureux de ma région. Et quand je suis revenu en Normandie, la première fois en 69, puis je suis reparti, parce que j'ai passé mon bac dans un lycée international à Fontainebleau. Mais j'ai été scolarisé après, je vous l'ai dit, à l'université normande. Et je me suis définitivement réinstallé en Normandie en 1979. Voilà. Et depuis, je n'en suis plus reparti. Et pour Sainte-Adresse, c'est très simple. Quand je me suis réinstallé dans la région Avresses, parce que j'étais professeur et j'ai demandé à être nommé sur cette région, je me suis dit, c'est à Sainte-Adresse que j'ai envie d'habiter, c'est à Sainte-Adresse que j'ai envie de vivre. Et puis après, je suis tellement amoureux de ma ville que l'idée d'en devenir le maire a fait son chemin petit à petit. Alors, merci pour cette réponse. Vous êtes professeur titulaire donc d'un DEA, ce qui vous a conduit effectivement à pouvoir choisir l'endroit où vous souhaitiez vous implanter pour votre fonction. Donc d'un DEA en aménagement du territoire, mais vous vous êtes orienté vers l'histoire-géographie en tant que professeur donc de cette discipline. D'où vous est venu cet attrait pour l'histoire-géographie et cette envie d'enseigner? Alors, j'ai bien évidemment choisi d'enseigner. Et donc, quand on enseigne l'histoire et la géographie, mais de formation, je suis géographe. Et la vocation de géographe, elle est venue parce que c'était une matière que j'aimais. Je l'ai toujours dit, au bac, ça a été ma meilleure note. Je sentais que j'avais une adéquation entre ce que j'aimais faire et ce que j'apprenais. Je dois dire en passant que mes années de fac, ça a été des années de bonheur, parce que passer son temps à n'étudier plus qu'une seule matière, qui est celle qui vous passionne, c'est un vrai bonheur. Par rapport au lycée où c'est sympa, on étudie plein d'autres matières, mais quand vous arrivez à la fac, vous ne faites que votre spécialité. Et ça, c'est un délice. Et puis, j'ai eu d'excellents professeurs. Mon maître, c'était Armand Frémont, quelqu'un qui a marqué l'histoire normande et la géographie normande. Donc, Alors, la question, c'est pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple. Alors, on me dit... j'ai des souvenirs d'enseignement. On me disait, monsieur... Quand on étudie en terminale mai 68, il me disait « Ah, monsieur, vu votre âge, vous avez connu mai 68 ». Alors, je dis non.
je ne suis pas un 68ard. J'étais très jeune en 68, puisque j'étais en 3e, donc je ne peux pas dire que j'ai fait la révolution de mai 68, mais moi, je suis de la génération d'après. Et si vous vous souvenez bien, la génération d'après, c'était la génération des routards. C'était la naissance du guide du routard. Et on avait tous envie de prendre un sac à dos et de bourlinguer. En classe de première, je suis parti en stop à Istanbul parce que j'avais envie de voir du pays et je n'ai pas été déçu. J'ai traversé la Yougoslavie de Tito à l'époque, la Bulgarie, on m'a confisqué mon passeport. Enfin, j'ai plein d'aventures. Et c'était ça pour moi. J'avais envie de découvrir le monde, de comprendre les autres civilisations. Et d'ailleurs, je regrette que les jeunes ne voyagent pas assez, notamment pour comprendre les réalités du tiers-monde, pour comprendre les chances qu'ils ont de vivre en Europe, et plus particulièrement en France, qui est un pays béni des dieux, mais tout le monde, alors qu'on est au paradis, tout le monde a l'impression qu'il habite en enfer. Bon, voilà. Si on voyage, on se rend compte qu'il y a des endroits absolument merveilleux, mais il y a surtout un pays fantastique pour vivre, qu'est la France. Alors en parallèle de votre fonction et de votre mission professionnelle, si puis dire plutôt, de professeur d'histoire-géographie, vous êtes très rapidement engagé dans la vie publique. Vous êtes notamment très porté sur les questions environnementales très tôt, ce qui vous a conduit ces dernières années à occuper différents mandats. On peut dire, vous avez 68 ans, donc vous avez une grande expérience en la matière, mais que vous êtes quand même un jeune élu, puisque c'est en 2008 que vous êtes devenu maire adjoint donc, de Sainte-Adresse, en charge des questions environnementales, ça ne s'invente pas. Et en 2014, maire de Sainte-Adresse, avant de devenir donc conseiller régional de l'ex-Haute-Normandie. Comment expliquez-vous cet attachement pour la vie publique que vous avez et qu'est-ce qui a été le facteur de votre engagement dans la vie publique pour devenir élu? Bon, écoutez, d'abord, merci mon cher Gauthier de souligner que je suis un vieux mec mais un jeune maire. Non, ça m'amuse. Alors, l'engagement politique, il vient... Alors, d'abord, quand j'étais étudiant, le monde politique, c'était le truc dans lequel je me voyais absolument pas finir. J'avais une versatilité intellectuelle qui me permettait d'envisager pas mal de choses, dont l'enseignement, mais j'aurais pu tout aussi bien devenir journaliste, ambassadeur, pourquoi pas sous-préfet. Enfin, je veux dire, il y avait pas mal de choses Mais alors, par contre, homme politique, c'était le truc, c'est une très mauvaise image. Ça l'a toujours, d'ailleurs, ce qui est complètement idiot. Parce que quand on me dit, vous, les politiques, je me dis, mais attendez, moi, je suis pas un politique, moi. Je fais de la politique parce que je suis un citoyen engagé, mais je ne suis pas un homme politique. Ça voudrait dire que je n'ai connu que ça et que je ne vis que de ça. Et c'est la pire des choses. Un mandat, ce n'est pas un métier. D'accord ? C'est un dévouement au service de la cause publique. Donc, je pense qu'il est important qu'on remette ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager jeune en politique, ça veut dire qu'il ne faut pas dépendre uniquement de ça. Voilà. Il faut avoir eu une vraie vie, les mains dans le cambouis. Bon, moi, c'était l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de cambouis, mais quand même, il y a des réalités économiques, sociologiques assez fortes. Alors après, il y a peut-être une question emboîtée qui est qu'est-ce qui fait que tu as basculé? Puisqu'en fait, tu n'avais pas envie, tu n'étais pas attiré par les hommes politiques, pourtant, tu en es devenu quelque part un. Alors là, je vais revenir sur l'origine. Il y a deux personnes qui m'ont marqué dans mes années d'étudiant, deux personnalités fortes. Le premier, c'est Brice Lalonde, avec lequel j'ai milité, qui a pour la première fois mis les questions d'environnement sur la table, avec les questions de ressources en eau, pollution des océans, etc. C'était passionnant. J'aime beaucoup Brice Lalonde, je le revois régulièrement, on se retrouve avec toujours beaucoup de plaisir. Alors, effectivement, avec Brice Lalonde, j'ai été anti-nucléaire. Je ne le suis plus, je suis réservé sur le nucléaire, mais je ne suis plus anti-nucléaire. C'est indispensable dans l'état actuel des choses, on en reparlera. Et puis, la deuxième chose, c'est un deuxième homme qui m'a beaucoup marqué, c'est Ralph Nader. Alors, Ralph Nader, ça vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui a monté pour la première fois aux États-Unis le concept de consommation intelligente. Et Ralph Nader, il disait une chose très simple, le pouvoir du consommateur, il est inimaginable parce que votre carte de crédit, elle pèse 10 fois plus lourd que votre carte d'électeur. Et lui a lancé l'idée des modes de consommation responsables. Et donc, ces deux personnalités qui m'ont impressionné m'ont dit, il y a un engagement qui est possible. Et donc, ça m'a engagé un peu sur le voie de la responsabilité sociétale et puis de l'engagement un peu environnemental. Après, quel est l'homme politique qui m'a mis le pied à l'étrier? Curieusement, je suis rentré à la politique comme plume. C'est-à-dire que j'ai commencé, je bossais avec un copain qui avait une grosse agence de communication, il cherchait quelqu'un pour écrire des textes, interviewer des politiques et faire les messages. En gros, je rédigeais les petites revues, la revue du département, les éditoriaux pour Antoine Ruffnac, Charles Revet. J'ai même travaillé pour Jean Le Canuet. Donc ça me plaisait parce que c'est
je sentais que j'avais la préoccupation du centre-droit, c'est-à-dire issu de la démocratie chrétienne, avec une forte connotation sur le social, sur l'environnement, etc. Donc j'étais très à l'aise, et puis c'était des personnalités que j'aimais beaucoup. Et petit à petit, à force d'écrire des textes pour les autres, je les ai faits pour moi, quoi. Ça paraissait assez naturel. Merci beaucoup Hubert. Donc on ressent bien qu'effectivement votre engagement dans la vie publique ne date pas d'aujourd'hui, que vous avez donc une belle expérience en la matière avec de belles anecdotes. Je ne savais pas que vous aviez commencé en tant que plume. Aujourd'hui, donc, vous êtes vice-président de la région Normandie en charge de responsabilités particulièrement importantes. Vous avez déjà parcouru un long chemin aux côtés d'Hervé Morin. Quand est-ce que cette rencontre s'est faite justement avec Hervé Morin avant les élections régionales ? On a eu l'occasion de se rencontrer parce que j'ai commencé par l'interviewer, mais je le connaissais un peu parce que je militais depuis toujours pour la réunification de la Normandie. Alors, on avait ce point commun. 2, on était de la même famille politique, puisque, alors lui, il était plutôt, si on regarde les filiations, dans ce qu'on appelait autrefois l'UDF, il y avait le CDS, le Centre des démocrates sociaux, et puis il y avait ce qu'on appelait à l'époque la bande à Léotard, et donc lui était dans la bande à Léotard, moi j'étais plutôt avec Jacques Barrot vers les démocrates sociaux, mais on était déjà de la même famille politique. Donc, tout était fait pour nous rapprocher, puis après, quand on s'est rencontrés, on est devenus tout de suite très copains. Et c'est une amitié sur laquelle il peut compter. Et lui ne m'a jamais fait défaut. Jamais. Il était là dès le premier jour. Quand je me suis lancé en politique, j'ai eu tout de suite son soutien. Donc c'était naturel. Je suis quelqu'un de fidèle en politique et de fidèle en amitié. Alors justement, on a évoqué quelques instants vos différents mandats locaux, mais également régionaux avec l'ex-Haute-Normandie. Mais en parallèle de vos mandats politiques, je pourrais également citer celui de vice-président de la communauté d'agglomération du Havre, en charge de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Vous avez été élu en 2017 président du conseil d'administration du Conservatoire du Littoral, une responsabilité qui vous correspond à merveille. C'est un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mais qui est peu connu d'un certain nombre de nos citoyens. Alors, quelle est cette instance? Quelle est également votre position et surtout votre mission en tant que président du conseil d'administration? D'abord, un petit retour, puisque ça va faire la liaison avec la question précédente. Si j'occupe aujourd'hui cette responsabilité nationale, c'est aussi parce que Hervé Morin nous a invités, d'accord, nous a laissé très libres de nos engagements et nous a invités à prendre des responsabilités nationales. Vous regarderez dans l'équipe d'Hervé Morin, on s'est tous investis, d'accord, dans nos spécialités. On est tous montés au niveau national parce qu'on croit en ce qu'on fait, parce qu'on a la confiance d'Hervé et qu'il laisse à ses ministres, entre guillemets, une grande liberté d'action parce qu'il nous fait confiance. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, le Conservatoire du Littoral, comme je me suis investi sur ces questions littorales qui m'intéressent, au premier rang desquelles, bien évidemment, il y a Sainte-Adresse, puisqu'on a les pieds dans l'eau et nous... suffit pas d'être un grand devin, pas besoin de faire Polytechnique pour comprendre que ça monte, et que ça monte à cause du réchauffement climatique. Alors, le Conservatoire du Littoral, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une foncière d'acquisition. C'est-à-dire, c'est un établissement public national de l'État, un EPA, établissement public administratif, qui perçoit une taxe, d'accord, qui s'appelle la taxe de France, une partie de la taxe de francisation des navires, c'est-à-dire quand vous immatriculez un bateau, vous payez une taxe. Et une petite part de cette taxe qui va au Conservatoire du Littoral pour sauvegarder les rivages. D'accord ? Et avec ces sommes-là, bien évidemment, nous procédons à des acquisitions avec comme objectif de soustraire à l'urbanisation, c'est-à-dire de garder le côté naturel d'un tiers du littoral français et ultramarin. C'est-à-dire que ça concerne aussi l'outre-mer. La seule chose qui n'est pas concernée, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les territoires un peu dérogatoires. Mais la compétence du conservatoire, ça va en Guyane, ça va à Mayotte, ça va à la Guadeloupe, ça va à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est présent partout. Donc, ce boulot-là, c'est très simple. Il y a un moment un terrain en bordure du littoral qui est à vendre. Nous, conservatoire, nous sommes intéressés pour acheter. On se met d'accord sur le prix et on achète. Ça n'arrive jamais qu'on prend un endroit qui est urbanisé, on dit à tout le monde hop, vous partez de là parce qu'on veut racheter, et très autoritairement, on rase et on renature. C'est pas du tout comme ça. On dit, on a des cartes du littoral, on dit, écoutez, ça, cette portion du territoire est d'un intérêt environnemental majeur, donc si quelque chose se vend dans ce secteur-là, nous sommes preneurs. Donc, on prévient avant que
On est sur ce qu'on appelle une zone d'intervention, un périmètre d'intervention. Et quand quelque chose se libère dans ce périmètre d'intervention, nous achetons. Alors, on achète à des prix très variables, hein. Inutile de te dire que tu n'achètes pas, le mètre côtier ne vaut pas la même chose sur la très longue côte de Guyane et, par exemple, sur la côte d'Azur, notamment du côté de Monaco, par exemple, ce n'est pas les mêmes prix. D'accord ? Mais nous achetons quand même et après, nous confions à ce qu'on appelle un gestionnaire. Alors, les gestionnaires, ce sont soit des sociétés de chasse concédant des marais chassables, soit des départements, soit des associations environnementales qui veulent prendre soin d'un bois ou d'un massif forestier. Donc, c'est très variable. Nous achetons. Et après, nous confions. Ça peut être des agriculteurs. Le marais Verny en Normandie, d'accord ? Il est en grande partie la propriété du conservatoire et il est confié à des agriculteurs avec un contrat qui fait que ils doivent respecter des normes environnementales strictes, pas d'intrants, etc. Voilà. Et ça se passe très bien. Merci beaucoup Hubert. Dernière question avant de clôturer cette première partie. Vous nous aviez confié il y a quelques instants que vous étiez un fervent défenseur de la réunification de la Normandie, tout comme Hervé Morin qui, pour nos auditeurs, a été également un artisan de la réunification avec le Serment des Peignes. Vous y étiez d'ailleurs au Serment des Peignes ? Oui, oui. Il y a un moment que je suis Hervé Morin et bien évidemment, j'adhère à chaque fois. J'étais même là quand il a, à un moment, présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Donc j'ai, comme dirait l'autre, été de tous les combats d'Hervé que je suis, que je soutiens. Non, je trouve qu'on a un excellent président de région, franchement excellent. D'accord ? J'en connais quelques autres. Hervé est franchement, je crois que de tous les présidents de région, ça doit être le plus amoureux de sa région. Ça, c'est clair. Et en plus, vous connaissez le tempérament d'Hervé, quoi. C'est pas on s'assied pour réfléchir au cas où on prendrait une mauvaise décision. C'est on est sur le terrain en permanence et on avance. C'est prends ton bâton et avance. Et alors moi, ça me convient parfaitement. J'ai horreur de passer son temps à se demander quelle serait la meilleure stratégie, à constituer 25 comités pour réfléchir. Je pense que c'est pas du tout la bonne méthode. Nous, on a besoin d'être aux côtés des Normands et chaque jour. Sur le terrain. Et donc vous étiez de tous les défis avec lui, de tous les combats, si puis-je dire, et donc vous faisiez partie des bâtisseurs, si puis-je dire, de la Normandie conquérante, puisque en 2015, vous étiez à ses côtés sur la liste, et notamment en Seine-Maritime. Vous avez été donc parmi les conseillers régionaux élus pour la nouvelle mandature de la région Normandie réunifiée. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, justement, qui avez fait partie du Serment des Peignes, d'être conseiller régional de la Normandie réunifiée ? C'est un aboutissement, surtout que j'étais dès 2010 conseiller régional de Haute-Normandie, dans l'opposition, puisque nous avions perdu c'était Bruno Le Maire qui conduisait la liste sur laquelle Hervé était déjà. Et on s'était dit, moi, quand Hervé Morin n'a pas réussi à prendre la direction de l'UDI, je lui ai dit, écoute, il y a bien mieux à faire, ce serait de prendre la région. Et je pense que l'idée a fait son chemin parce qu'il s'est présenté. Puis, très sincèrement, on s'est battu, on a gagné. Et c'était un juste retour des choses parce que ceux qui croyaient le plus dans la Normandie, c'était nous. Donc, il y a, je dirais, les Normands ont vu juste. Voilà ce que je peux dire sur cet épisode-là. C'est une grande satisfaction. Alors, moi, je suis œcuménique. Hein. Mon DEA, je l'ai démarré à Caen et je l'ai fini à Rouen. Donc, j'ai fait les deux facs. Donc, là-dessus, je suis d'un équilibre total puisque j'aime les deux villes d'un amour égal et surtout, j'aime la Normandie, quoi. Je trouve que quand on part avec le drapeau des deux léopards, on a un formidable étendard et les gens le reconnaissent beaucoup. Bien, merci beaucoup Hubert pour ces réponses à ces questions. À n'en point douter, nos auditeurs en sauront davantage, vous connaîtront mieux, notamment avec les petites anecdotes sur le Serment des Peignes et sur votre participation à tous les combats aux côtés d'Hervé Morin. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième partie, qu'on entre dans votre action régionale au sein de votre vice-présidence, qu'on puisse découvrir quels sont les différents projets sur lesquels vous intervenez. La première question, c'est depuis 2015, vous êtes donc, on le sait, vice-président de la région Normandie en charge des sujets qui sont le sujet de notre podcast. Pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous nous expliquer quels sont les grands dossiers sur lesquels vous intervenez, mais également et surtout nous délimiter le champ de votre action régionale? Écoutez, d'abord, le champ de l'action régionale d'Hubert de Jean de la Bâtie est lié à la délégation que lui a donnée son président. Hein, d'accord ? C'est-à-dire, d'abord, en gros, j'ai
tous les sujets COP21, c'est-à-dire transition écologique, transition environnementale, et puis adaptation au changement climatique. Et c'est à ce titre-là que j'ai encore une activité sur le littoral, aidée bien évidemment par Pierre Vogt, qui a une délégation plus spécialement mer. Donc, sur tous ces sujets-là, d'abord, c'est des sujets que je suivais déjà dans l'opposition en 2010, avec Bruno Le Maire, qui m'avait confié, enfin, j'avais demandé à avoir cette délégation, il me l'avait donnée, et Hervé m'a suivi tout naturellement en me disant vas-y, si c'est le sujet qui branche, vas-y, fonce. Donc, ça, c'est des sujets. Donc, en gros, si on se résume, peut-être c'est aussi ce que tu souhaitais qu'on aborde, c'est qu'est-ce qu'on a fait à la région Normandie. D'abord, on a bossé. Je dois te dire que les services ont été un peu surpris de voir un élu qui était aussi souvent sur leur dos. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille vraiment entre élus et services. Et la région est probablement la collectivité locale, avec bien évidemment ma mairie de Sainte-Adresse qui est assez petite et avec lesquelles on a un contact très fort, mais sinon, j'ai connu d'autres collectivités locales que je ne citerai pas, mais sur lesquelles la proximité entre l'élu, le vice-président et ses services est la plus forte. Très sincèrement, tous les services de la région sont contents de pouvoir avoir un élu à proximité pour pouvoir les aider à faire les arbitrages, et ils ne viendraient pas à l'idée d'un fonctionnaire de la région Normandie d'aller faire une déclaration à la presse sans en parler à son vice-président et sans le faire ensemble. Il y a vraiment un travail collectif. Et ça, c'est fondamental. Parce que pour moi, les élus et les services doivent bosser la main dans la main. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin. Chacun comprend ce qu'il a à faire. Et quand on fait des arbitrages, ils sont portés par tous. Donc ça, c'est très, très, très bien en Normandie. C'est une vraie valeur ajoutée d'Hervé, c'est la confiance qu'il a dans son équipe d'élus et les services. Alors après, peut-être tu voulais qu'on aborde la partie des sujets sur lesquels on travaille. Et sur lesquels la Normandie a mis un peu le paquet. Bon, alors d'abord, il y a, on a eu l'occasion d'en parler déjà, ce qu'on appelle le plan Normandie bâtiment durable. Donc l'idée, c'était de dire, première des choses, on va essayer d'envoyer moins de CO2 dans l'atmosphère. Pour ça, il faut envoyer moins de chaleur aux petits oiseaux. Pour ça, il faut mieux isoler les bâtiments. Et donc, on a un plan Normandie bâtiment durable. On a dépensé un peu plus de 100 millions en 5 ans. Et on a été la première région à le faire. Tous les autres s'y sont mis après. Et on a été reconnu par le ministère sur ce plan-là. Alors aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que le gouvernement a pondu, comme il sait le faire, une usine à gaz sur le financement de ces isolations énergétiques, mais on continue en Normandie à développer ce sujet-là. Ensuite, il y a eu un deuxième gros sujet, je vais trop vite, c'était effectivement les déchets. Alors les déchets, on a dit depuis le début, faut qu'on arrête de parler de poubelle. Ce qui nous intéresse, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans la poubelle et on envoie en incinération des choses dont on pourrait avoir un deuxième usage. D'accord ? Alors, c'est évident, le plastique, ça se recycle, le carton, ça se recycle. Les biodéchets, c'est-à-dire la fraction alimentaire dont tout le monde veut se débarrasser parce que ça sent mauvais, bah oui, mais c'est intéressant parce qu'avec ça, on peut faire de l'énergie via la méthanisation. Donc, on travaille là-dessus. Et c'est pas toujours très sexy de se faire gratifier de Monsieur Poubelle, mais j'ai trouvé le sujet très intéressant, très complexe. Et on s'est attelé tout de suite au plan déchets régional et on était la première région de France à faire notre plan régional de gestion des déchets. Parce que, 1, il faut recycler un maximum, 2, il faut arrêter d'enfouir, donc il faut valoriser au maximum et enfouir le moins. Et puis surtout, la bonne idée, ça serait de produire moins de déchets. D'accord ? Quand on voit par moment les suremballages qu'on a, c'est quand même un peu dingo. Et fort heureusement, nos concitoyens sont d'accord avec ça. Ils trouvent que quand on achète, par exemple, par Internet, ce qui se développe, et ce qui s'est beaucoup développé dans le Covid, on génère des suremballages qui sont complètement délirants. Donc, retour à la proximité, retour aux emballages plus légers, etc. Après, il y a bien évidemment la biodiversité, les espaces naturels. On a créé une 6e, on avait 5 réserves naturelles régionales, on a créé une 6e. On a rassemblé nos 4 parcs dans une structure interparc, parce que chacun faisait un petit peu son truc dans son coin. On a dit, mais non, vous êtes tous parcs normands un peu, même si certains sont à cheval sur 2 régions. Allons avec un emblème commun. Et puis, on a développé des choses qui sont très intéressantes en termes de biodiversité. Alors, c'est
Ça se voit pas, pourtant c'est dans le paysage, c'est la haie. Parce que la haie, c'est formidable. Très vite. La haie, ça évite le ruissellement. Vous savez que là, quand on arrive à la saison des orages, eh bien la haie brise le ruissellement, parce que si vous la plantez bien, c'est-à-dire en travers de la pente, eh bien ça a tendance à retenir l'eau et à lui permettre de s'infiltrer au lieu de ruisseler. Ensuite, c'est un îlot de fraîcheur. Ça produit des végétaux qu'on peut récupérer pour faire du bois énergie. Et surtout, ça permet à tous les oiseaux, et notamment les passereaux, de nicher et de se reposer. Or, nous avons un effondrement du nombre de passereaux. Alors, on n'est pas les seuls, hein, mais en Normandie, on a ce gros sujet-là, avec par exemple la mésange, qui est un petit oiseau absolument charmant, mais qui est très sincèrement menacé de disparition. Et ce n'est pas le seul. On parlait hier du vanneau huppé, enfin, on a un certain nombre de... Voilà. Alors, on a quand même quelques bons sujets. Hein. La qualité des eaux, par exemple, des eaux marines en Normandie, s'est améliorée. D'accord ? Donc, on n'est pas non plus, alors qu'on est une région industrielle, on n'est pas mauvais. Il y a des choses qui s'améliorent, la qualité des eaux globales, on met moins d'intrants, on récupère mieux. Bon, voilà, tous ces sujets-là sont intéressants. On a une politique de l'eau très active. On a créé un GIP pour s'occuper de la Seine. L'état de la Seine s'améliore. Hein, on en reparlera probablement. Donc, sur ces sujets-là. Et puis, peut-être on aura l'occasion de dire un petit mot de l'énergie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hubert. On se rend bien compte que votre vice-présidence, elle regroupe des champs de compétences et d'intervention très élargis, mais non pas moins très importants, au contraire. Vous veniez de parler de l'eau, justement, avec l'amélioration au niveau maritime de la qualité de notre eau. Je voudrais qu'on puisse rester sur ce sujet, mais sur un autre secteur. Alors, la Normandie, elle possède un très important réseau hydrographique, avec des fleuves côtiers, des ruisseaux en tête de bassin, des marais. Il y a plus, par exemple, de 34 000 km de cours d'eau et plus de 2200 km² de zones humides en Normandie. Il y a une large façade littorale. On l'évoquait également avec Clotilde Dier lors de l'épisode sur l'agriculture. Il y a plus de 600 km de côte. On connaît de plus en plus de mutations environnementales, climatiques. Il y a des sécheresses plus intenses, plus longues dans le temps. On l'a encore eu cet été. Et les étés à venir risquent d'être encore plus puissants. Que fait la région Normandie, justement, pour maintenir son eau, préserver ses mares, notamment et les mares, ils sont importantes, aussi bien pour les agriculteurs que pour l'environnement, bien entendu, la faune. Que fait la région en la matière ? Alors, la région a bien évidemment une politique de l'eau importante, avec un plan MAR. On n'est pas tout seul. Hein. On fait ça avec l'Agence de l'eau, hein, qui est un partenaire incontournable et qui a bien évidemment des fonds pour nous permettre ça. On maintient la bonne qualité des cours d'eau. D'accord ? On y travaille. Alors, ça suppose aussi qu'on travaille avec le monde agricole, tu l'as dit, parce que la qualité des cours d'eau, ça dépend aussi des intrants qu'on met dans les champs qui bordent ces cours d'eau. Si on prend les petites rivières, moins on met d'intrants, plus la qualité de l'eau de la petite rivière qui est en fond de vallée est bonne. Donc, on travaille ça avec, bien évidemment, le monde agricole. On travaille ça avec ce qu'on appelle les techniciens de rivière, qu'on finance, hein, donc qui prennent soin des cours d'eau. Alors, on essaye de restaurer les berges, parce que quand le bétail vient boire, il a tendance à piétiner les berges et à les faire s'effondrer un petit peu. Donc, on a tout ce travail-là pour éviter que les berges soient détériorées un petit peu partout, pour que le cours d'eau reste dans son lit mineur. Et puis, on a aussi, bien évidemment, tu parlais de nos partenaires, le Conservatoire du littoral achète des versants de vallée, ce qu'on appelle des valleuses, c'est-à-dire qui donnent sur la mer. Et là encore, il y a un locataire qui est trouvé, qui est souvent un agriculteur, qui peut bien évidemment bénéficier, comme c'est des terrains du conservatoire et que nous ne cherchons pas à faire des profits, bien évidemment, on met des loyers extrêmement raisonnables. Par contre, on met des obligations environnementales. D'accord ? Il ne faut pas mettre de produits. En gros, on ne met pas de produits chimiques quand c'est des terrains du conservatoire. On doit avoir des méthodes naturelles. Donc, pour tout ça, on a cette politique-là. Mais on va plus loin, parce qu'on s'est aperçu que l'eau potable, par exemple, ça devient un sujet, pour deux raisons. La première, c'est que la sécheresse fait qu'il y a moins d'eau. Saint-Lô, la communauté d'agglomération de Saint-Lô a eu cet été un petit coup de chauffe et s'est trouvé un peu en difficulté pour l'eau. Heureusement, on est solidaire en Normandie. Je crois que ça doit être Coutances, juste à côté, qui a donné un coup de main et qui a approvisionné en eau potable. Mais par moment, on peut avoir une petite frayeur si votre source qui vous fournit l'eau potable est tarie, enfin, ou donne moins, hein, parce qu'il n'y a jamais de tarissement sur les nappes phréatiques. Par contre, elles sont plus ou moins bas. Donc, on a ce sujet-là. On l'a vu avec
je prends un autre exemple à l'opposé, l'eau potable, on va prendre par exemple les golfs. En Normandie, il y a beaucoup de golfs. Vous avez vu qu'ils ont été sur la sellette cet été à cause de ça. Bon, c'est très bien, oui. Bah, effectivement, bon, il y avait peut-être un peu des arrière-pensées politiques en disant c'est un sport de riches, etc., ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais... Donc il faut qu'on arrive à être très économe avec l'eau. Sachez que, par exemple, on parle beaucoup d'un golf, mais un golf, ça consomme moins qu'une station éléphant bleu de lavage de voiture. 170 litres d'eau pour un lavage avec les brosses rotatives d'une station de lavage, pour une voiture. D'accord ? Donc, en général, il lave 40 à 50 voitures. D'accord ? C'est-à-dire, ils utilisent 2 fois plus d'eau qu'un golf. Bon, mais on ne peut pas dire que laver sa voiture, c'est un sport de riche. Donc, on voit bien qu'on est tous concernés. Donc, il faut faire attention à l'usage. On peut se poser la question aussi, franchement, si l'eau devient un bien rare, est-ce que ça vaut le coup de laver ses voitures avec de l'eau potable ? Est-ce que ça vaut le coup d'arroser des golfs ou d'arroser des terres agricoles avec de l'eau potable ? Alors, il y a des endroits où, bien évidemment, c'est faisable, puis d'autres endroits où on trouve de l'eau un peu... quand on n'en a pas, on tape dans le réseau. Bon. Et donc, si on continue ça, l'eau potable, c'est-à-dire l'eau du réseau, va devenir très chère. Alors qu'on a une eau de bonne qualité en Normandie. Hein. On a une eau très surveillée et plutôt de bonne qualité. Le réchauffement climatique, c'est aussi un sujet. Parce que si le niveau moyen de la mer monte, il va avoir tendance à pénétrer dans les nappes aquifères littorales. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le biseau salé, et c'est une des alertes du GIEC normand que nous avons mis sur pied en Normandie à l'initiative d'Hervé Morin qui souhaitait qu'on ait notre GIEC à nous pour parler des problèmes normands. Passons désormais à la dernière question de cette deuxième partie, un sujet qui, je le sais, cher Hubert, vous tient particulièrement à cœur, celui de l'énergie, en particulier de l'hydrogène, qui touche l'hydrogène aussi à la mobilité et au transport. Et là aussi, la région Normandie, elle innove. C'est une région industrielle de premier plan. Elle est pionnière dans le développement de cette filière sur son territoire. Il faut quand même savoir pour les auditeurs qu'un tiers de la consommation nationale d'hydrogène se fait en Normandie, et en particulier dans le secteur de la pétrochimie, ainsi que sur le site d'essai d'Ariane Group. Alors, la Normandie s'est donc lancée dans un vaste plan hydrogène. Pourriez-vous nous présenter ce plan hydrogène Normandie et en quoi concrètement ça change le quotidien des Normands, notamment peut-être avec les transports en commun? Alors, l'hydrogène. Un petit mot. D'abord, c'est une molécule qu'on connaît bien en Normandie, puisque c'est une molécule que les industriels utilisent depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau, l'hydrogène en Normandie. D'accord ? Ce qui est nouveau, c'est les nouvelles applications qu'on va en tirer, y compris sur la mobilité. Pourquoi ? L'hydrogène, ce n'est pas une énergie, c'est un moyen de stocker l'énergie. D'accord ? Alors, comment on fait de l'hydrogène ? C'est très simple. Vous prenez une source d'électricité verte, par exemple, au hasard, de l'éolien offshore. Vous connectez à un électrolyseur, qui va produire cet hydrogène à partir de l'eau. L'eau, c'est H2O. Vous mettez H2 d'un côté. L'oxygène qui vous reste, vous en faites du O2, donc un gaz commercialisable. Et avec ça, vous avez un hydrogène vert, c'est-à-dire issu du renouvelable. Parce que le but, c'est quand même de se passer des ressources fossiles pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles sont fossiles, non épuisables. La deuxième, c'est qu'elles produisent des gaz à effet de serre, le CO2. Puis j'en rajoute une troisième. Franchement, là où on s'approvisionne, c'est-à-dire les Émirats du Golfe Persique ou la Russie, ce n'est pas des modèles de démocratie ni des gens que j'ai très envie de fréquenter. Donc je pense qu'on est capable de faire notre énergie normande. Donc c'est ça l'hydrogène. L'idée de l'hydrogène, c'est je vais consommer de l'énergie normande, produite chez nous, comme on dit. Voilà. Alors, voilà. Donc, pour ça, bien évidemment, il faut développer des usages. Donc, on est en train de... Donc, on regarde comment on peut produire de l'hydrogène. Donc, on sait le faire. Après, il y a des questions de coût, parce que l'idée, c'est que c'est bien joli de produire de l'hydrogène pour la mobilité, par exemple, mais si faire le plein d'hydrogène de sa voiture, ça coûte 4 fois plus cher que l'essence ou le diesel, ça ne prendra jamais, nos concitoyens ne viendront jamais. Donc il faut qu'on arrive à produire de l'hydrogène vert suffisamment et à des conditions de marché intéressantes. Ce à quoi on travaille, produire un hydrogène vert à un prix raisonnable. Et la deuxième chose, c'est comment on utilise cet hydrogène. On l'utilise dans les transports en commun, par exemple. Et c'est la région Normandie qui a mis en place notre fameux car nomade qui va faire la liaison Rouen-Évreux avec une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, je vous l'ai dit, ce n'est pas une énergie en soi, l'hydrogène. D'accord ? Une fois que vous avez de l'hydrogène, vous le passez dans ce qu'on appelle une pile à combustible.
D'accord ? C'est-à-dire que vous refabriquez à partir d'hydrogène, vous refabriquez l'électricité. Et qu'est-ce qui ressort ? Eh bien, H2O, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. Donc, vous ne polluez pas. Aucune particule fine, enfin, quasiment pas. Et puis, bien évidemment, pas de CO2, qui est un poison violent pour l'atmosphère. Donc, c'est parfait. Et donc, ce car-là, évidemment, il a fallu l'inventer parce qu'il n'existe pas. Il n'y en a pas sur étagère, comme on dit. Donc, il a fallu qu'on l'imagine. D'accord ? Et puis maintenant, on a été pionniers. On a été reconnu par l'Europe comme étant une vallée, surtout la Basse-Seine, qui a été identifiée comme vallée hydrogène en Europe. Écoutez, il y en a 5, hein, donc en Europe, c'est pas une petite performance, donc on est très content. Et le président Morin a dit, on met un plan hydrogène, on a mis 15 millions pour développer l'hydrogène chez nous. Il y a plein d'autres projets. Des pousseurs fluviaux, c'est-à-dire en gros des péniches. On a à l'essai une pilotine de Seine pour pour déposer les pilotes maritimes sur les bateaux au large pour les rentrer dans le port. On est en train de travailler sur... ça fait un moment que je tanne les services de la région pour qu'on achète un véhicule à hydrogène. Le problème, c'est que les constructeurs français n'en font pas. Et puis, comme nous, on est cocorico en Normandie, on achète des voitures françaises. Mais si on voulait bien acheter une Toyota comme le font les autres, on roulerait à l'hydrogène. Et moi, j'aimerais bien qu'on roule à l'hydrogène normand. Moi, j'aimerais bien rouler avec une énergie made in Normandie. Ça me plairait beaucoup. Donc je suis en train d'essayer de convaincre mes collègues sur ce sujet-là. Donc, voilà pour l'hydrogène. Donc, on y travaille. C'est compliqué parce que c'est une technologie complètement nouvelle. Les industriels ne sont pas encore tout à fait au point, surtout. Mais j'ai bon espoir. On va y arriver. Merci beaucoup Hubert, c'est le clap de fin de cette deuxième partie. On en sait davantage maintenant sur les réalisations portées par la région Normandie sur votre délégation. On va passer désormais à la troisième et dernière partie de cet entretien entretiens conquérants, j'allais dire jeune conquérant, mais les entretiens conquérants, avec Pauline Delgove. Écoute Pauline, c'est à toi le micro. Merci Gauthier. Bonjour Hubert. Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. Je viens de Monique, qui est une commune de 172 habitants qui est située dans la vallée de la Seine. Donc on est aussi dans un petit foyer environnemental assez sympathique. Et on l'a vu tout au long de ces échanges, vous avez bien cerné les principaux enjeux des différentes crises environnementales et énergétiques qu'on va avoir. Notamment cet été, on a connu beaucoup d'inondations, enfin pas des inondations mais des incendies, de la canicule, et puis là cet hiver, il y aura beaucoup d'inondations, on le sait. Vous occupez donc une délégation incontournable de par la prise de position politique qu'il va falloir faire dans différents champs d'action. Et donc pour ce faire, j'ai 3 questions à vous poser. Et la première de mes questions, c'est de savoir quel est le poids de la politique environnementale et énergétique de la région Normandie au niveau national et international. Merci Pauline. J'ai un peu fait le lien, on peut faire le lien aussi. La Normandie peut rugir, hein, c'est plutôt la vocation des léopards, mais j'ai un peu fait le lien en disant qu'on avait été reconnu par l'Europe comme une région hydrogène. Donc on est sur la carte de l'Europe en tant que région Normandie. Et on l'est d'autant plus que, comme peut-être tu le sais, le président Hervé Morin va bientôt reprendre la présidence des régions de France. Donc, il va peser aussi, de manière assez forte, par sa présence, sur l'échiquier national. Est-ce qu'on est identifié ? Oui, on est identifié. On est identifié, alors, sur l'environnement, toutes les régions font des choses fantastiques, etc. Nous, on a quelque chose que les autres n'ont pas, on a une énergie extrêmement puissante en Normandie. La production d'énergie est remarquable en Normandie. Nous avons toutes les formes, sauf l'hydroélectricité, nous avons toutes les formes de production d'énergie en Normandie. Nous sommes largement excédentaires, nous sommes exportateurs d'énergie et nous sommes aussi, au niveau français, la première région française pour l'éolien, les énergies marines renouvelables et particulièrement l'éolien offshore. Aucune autre région française n'a autant de parcs éoliens offshore en projet et n'a développé une industrie française de l'éolien offshore chez nous. D'accord ? Donc on a cette capacité-là. On a un mix énergétique puissant. Là encore, une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 2015 à cette vice-présidence, on m'a dit, écoute Hubert, tu vas être très ennuyé parce que la Haute-Normandie, elle est à fond sur le véhicule électrique parce qu'il y a une usine de fabrication à Cléon chez Renault. D'accord ? Alors que la Basse-Normandie, ils sont à fond sur l'hydrogène parce que la Manche a déjà mis en place de la production et de la consommation d'hydrogène. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir ? Et j'ai dit, on ne choisit pas, on fait les deux. Et on fait les deux à fond. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a gardé cette idée d'un mix énergétique puissant. Et on le voit avec la crise énergétique qui se profile.
l'énergie, ça va devenir la clé du sujet. Parce que si vous avez une énergie très chère, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est mauvais pour le développement de l'activité industrielle. Or, on souhaite faire revenir les industriels en France, et particulièrement en Normandie. Et puis, même pour nos loisirs, est-ce que vous n'avez pas vu, je crois que c'était hier soir, les stations de ski sont en train de dire, je crois que c'est l'Alpe d'Huez qui a sorti un communiqué en disant on ne sait pas si on va ouvrir cette année parce que la facture qu'on nous présente pour l'électricité des remontées mécaniques, elle a triplé et là, on va être en faillite. Donc, ils hésitent à ouvrir les stations de ski cet hiver. Incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, des choses auxquelles on ne pense pas. Et donc, ça a beau être la crise, il y a encore pas mal de gens qui vont au ski et je pense que ça va, comme disent les jeunes, ça va piquer à venir là. Donc, je prends des anecdotes, mais on a un vrai sujet avec la question énergétique. On s'est habitué à avoir une énergie plutôt abondante et en France, pas chère. Alors qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, l'énergie est beaucoup plus chère que chez nous. Comme on était plutôt bon et qu'on était plutôt exportateur, on bénéficiait d'une énergie. Là encore, et je bats ma coulpe, le nucléaire a permis cette énergie. Bon, alors, il y a d'autres problèmes au nucléaire. Vous le savez, je ne suis pas un foufou. Je considère c'est impossible de se passer du nucléaire tout de suite, sauf à faire un massacre planétaire. Parce que je rappelle, actuellement, la plus grosse machine, qui exploite du charbon, elle est en Allemagne, c'est le plus gros pouvoir, 260 000 tonnes de CO2 par mois. Elle émet, cette machine, Donc, c'est incroyable. C'est vraiment très polluant. Donc, voilà. Je crois qu'il faut qu'on ait une grosse réflexion sur l'énergie. Et en Normandie, on est en train de réfléchir à ça. Mais l'Europe regarde un peu ce qu'on fait, parce qu'il y a d'autres régions françaises, par exemple, mais même européennes, qui sont assez déficitaires en énergie. Alors, curieusement, par exemple, les Espagnols, ce n'est pas le cas. Et curieusement, les Espagnols produisent également beaucoup d'énergie. On pensait à l'Allemagne, peut-être que c'est plus... Non, les Espagnols sont très bons. Mais ils ont très tôt fait beaucoup de barrages parce que l'eau est rare chez eux, donc ils l'ont captée dans les montagnes. Donc ils ont beaucoup équipé en hydroélectricité, puis c'est des pionniers en matière d'éolien terrestre. Si tu traverses l'Espagne, tu t'apercevras qu'il y a des champs gigantesques d'éoliennes. Ça doit être l'héritage de Don Quichotte. Merci pour votre réponse. Vous avez évoqué un peu plus tôt votre proximité avec les services et notamment l'importance pour vous de travailler directement avec vos services. Moi, ma question va plus concerner votre relation avec vos collègues conseillers régionaux, notamment sur les différentes compétences de la région qui ont des objectifs différents. Comment on fait pour avoir une politique harmonieuse tout en essayant de répondre aux objectifs de chacun et en essayant aussi d'imposer un peu cette nécessité écologique et énergétique? Alors, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez tous, et c'est une des grandes qualités encore d'Hervé Morin, c'est qu'il a réussi à faire de nous tous une bande de potes. Mais vraiment, on s'aime. Non, mais non, mais vraiment, on est copains, quoi. Enfin, je veux dire, on aime se retrouver, on aime déjeuner ensemble, on aime tchatcher. Quand il y a un problème, on s'appelle tout de suite. On n'est pas du tout en rivalité, parce que souvent, dans le microcosme politique, il y a des coups de pied de fourbe, des choses comme ça. Il n'y a absolument pas ça en région Normandie. Non, mais on est vraiment copains. J'ai une confiance absolue dans mes collègues. Et donc, quand il y a un sujet qui fâche, ça arrive que, je sais pas, il y a des agriculteurs qui sont pas contents parce qu'on met trop de contraintes avec l'environnement, on se parle, quoi. Enfin, Clotilde m'appelle tout de suite, dis donc, il y a un sujet, je te préviens, ça va aller. Je dis, bon, ok, mettons-nous autour de la table, discutons. C'est vraiment très facile. À un moment, il y a une association de défense du paysage dans la Manche qui était très, très puissante et qui enquiquinait les élus de la Manche en disant, faut arrêter l'éolien terrestre, etc. J'ai dit oui, mais il ne faut pas le mettre dans le programme d'arrêter l'éolien terrestre, parce qu'il y a des endroits où ça marche. Donc, il faut éviter d'en mettre à des endroits où il n'y a pas de consensus, et il faut en mettre là où il y a, quand il y a un petit territoire au fin fond de l'Orne qui dit « moi, ça ne me dérange pas, c'est même une source de revenus pour notre communauté de communes qui a besoin de financement, etc. » Pourquoi les interdire là où ça marche? Donc, voilà. Je crois que si la communication passe bien, c'est très facile. Alors après, il faut qu'on ait une bonne communication avec les services, oui, parce qu'ils bossent beaucoup aussi. Faut voir, franchement. Non, mais
au service environnement, moi, j'ai des bons, quoi. Ils comptent pas leurs heures, hein, très sincèrement. Alors après, il faut qu'ils trouvent le temps de nous répondre, parce que fatalement, quand vous allez sur le terrain, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai fait une demande de subvention, mais je sais pas si elle est passée, ou si ça va aller, ou on me l'a refusé, je sais pas pourquoi, etc. » Donc, on voit bien que là, il faut qu'on ait le dialogue permanent avec les services. Dieu merci, on l'a. Donc ça, c'est un grand plaisir de bosser à la région, c'est ça. C'est que, franchement, entre nous, ça se passe super bien. D'ailleurs, enfin, je ne vais pas dévoiler de secret, mais des gens qui ont connu d'autres majorités me disent oh, bah, vous êtes plus sympa. Bon, bah, écoutez, on va le prendre comme ça. Merci pour votre réponse. Et ma dernière question va être plus tournée sur l'avenir. Il y a un peu le terme d'éco-anxiété qui est en train d'émerger dans la jeunesse. On dit que la jeunesse est anxieuse vis-à-vis de toutes ces questions et que ça crée une angoisse. Moi, j'aimerais bien que vous nous formuliez quelques espoirs pour la jeunesse. Alors, la principale raison d'espérer, c'est l'action. C'est-à-dire qu'en gros, faut arrêter de prier, faut arrêter de crier, faut agir. Franchement, faut agir et c'est faisable. Alors, il y a des façons cons d'agir, hein. D'accord. Je prends un exemple. Là, on était avec quelqu'un qui nous disait voilà, alors pour les voyages en avion, il faudrait créer en réunion d'agglomération. Un élu qui vient de l'extrême gauche disait on va créer une commission qui examinera les gens qui veulent faire un voyage en avion et qui jugera si c'est vraiment justifié ou pas. Et vous vous rendez compte, c'est Staline, ça. Alors là, par contre, ça m'angoisse, hein, une société comme ça. D'accord ? Non, mais faut arrêter ces conneries-là. Enfin, bon, c'est la même bande, le barbecue, l'arbre mort. Bon, ils font un tort considérable à l'écologie, hein, ces gens-là. Parce que c'est pas ça, l'écologie. L'écologie, c'est combien de temps on se donne pour avoir des carburants qui polluent pas, combien de temps on se donne pour mettre au point ces solutions techniques, combien de temps on se donne pour pouvoir continuer raisonnablement à voyager, et pour le moment, quand on ne voyage pas raisonnablement, comment on compense. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour moi, la vraie réponse à l'anxiété, c'est la responsabilité. C'est de dire, OK, moi, dans mon petit côté, je vais faire. Et ne pas se dire, ouais, mais les gros pollueurs, c'est la Chine, donc tant que la Chine ne fera rien, moi, je fais rien. Bah oui, d'accord, mais on n'arrivera à rien. Parce que les solutions technologiques innovantes, c'est nous qui allons les mettre au point. Bien avant les Chinois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline, pour tes questions, ce travail de recherche que tu as fait et que tu fais de manière générale chez les jeunes Normands Conquérants. C'est déjà la fin de notre 14e épisode des Entretiens Conquérants. Merci beaucoup, Hubert, pour votre disponibilité et votre accueil. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et également avec Pauline. Oui, bah, je suis toujours heureux de vous accueillir, hein, les jeunes conquérants, il n'y a aucun problème. Je trouve absolument formidable le boulot que vous faites. Et puis, réfléchissez, vous avez probablement des tas d'idées à nous soumettre, nous, les vieux mecs, pour reprendre l'expression de Gauthier. je lui ai fait dire, je suis d'accord. Non, mais nous, on est preneurs de vos initiatives. On a absolument besoin, d'abord, que vous nous bousculiez. Parce que, vous savez, l'idée, c'est pas de... comme on dit, c'est pas de changer le monde, c'est de démoder l'ancien monde, c'est-à-dire de trouver une façon de vivre notre nouveau monde. Parce que je suis intimement persuadé qu'on peut améliorer. D'abord, on a considérablement réduit nos émissions de gaz à effet de serre, sauf que comme on est de plus en plus nombreux et de plus en plus industrialisés, il faut aller encore plus loin. Donc, Dieu merci, on a pris conscience. Moi, je reste quand même un fanatique de l'espérance, donc j'espère qu'on va s'en sortir, mais il y a quand même un gros boulot à faire. Mais vous savez, dans toutes les mairies, comme celle de Sainte-Adresse, on est déjà au boulot. Hein. À 15h30, on coupe le ruban avec le sous-préfet de notre nouvelle centrale photovoltaïque et on va produire l'électricité. C'est vachement bien le photovoltaïque. Hein. Je dis, non mais attendez, parce que quand vous captez du rayonnement solaire, vous produisez de l'électricité verte, oui, mais vous évitez de renvoyer dans l'atmosphère le rayonnement qui réchauffe notre couche d'atmosphère. Vous absorbez cette chaleur-là et vous la transformez en énergie. Donc, on est doublement gagnant avec du photovoltaïque. D'accord ? Donc, j'ai demandé, parce qu'on est parti sur d'autres sujets, mais j'ai demandé au service environnement de la région qu'on réétudie notre soutien au photovoltaïque parce que ça marche et ça marche même en Normandie. On a des très bons résultats parce que finalement, il y a du soleil en Normandie. C'est ça qu'il faut retenir.
C'est sur ces mots réjouissants que nous allons clôturer ce 14e épisode des Entretiens Conquérants. L'occasion pour moi de remercier l'ensemble des équipes de la Normandie Conquérante qui permettent de pérenniser ce projet des Entretiens Conquérants. Je souhaite notamment remercier Dimitri Egloff qui a permis d'organiser cet accueil en mairie de Sainte-Adresse, mais également sur l'épisode précédent, vous vous souviendrez, avec Jean-Baptiste Gastine en mairie du Havre. Merci Dimitri qui est à nos côtés également aujourd'hui. Et merci à vous également, chers auditeurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre depuis ces longs mois et on se retrouvera le mois prochain pour le 15e et dernier épisode des Entretiens Conquérants saison 1, en présence de François-Xavier Priolo, 15e vice-président de la région Normandie, chargé de l'Europe, de l'international et du rayonnement de la Normandie. En attendant le mois prochain, je vous dis à tantôt, Boujouma.